En manchette ce soir, soupir de soulagement pour les syndicats régionaux du secteur public. Québec recule sur son intention de centraliser l'ensemble du réseau. Des citoyens du lac du Faux à Rouyn-Noranda veulent un meilleur contrôle du plan d'eau. La fièvre des séries s'empare de la région. Bon jeudi soir, merci d'être avec nous. Bon, d'abord, une victoire pour les syndicats régionaux de la fonction publique alors que Québec recule sur son intention de les dissoudre. Alexis, c'est ce que confirme le projet de loi sur la réforme pour négocier les conventions collectives. Effectivement, Emilia, souvenez-vous, il y a quelques mois, le gouvernement Legault voulait fusionner les accréditations syndicales en santé dans une seule catégorie. Donc, par exemple, pour les syndicats professionnels en soins qui représentent les infirmières, bien, ils auraient été dissous et centralisés là, à la FIC nationale. Donc, en gros, ça veut dire que la majorité des syndicats régionaux auraient pu être voués à disparaître. Et c'est une nouvelle qui, évidemment, là, est bien accueillie dans la région, le fait qu'on veut éviter cela. Donc, pour les syndicats à qui j'ai parlé aujourd'hui, là, une fusion aurait vraiment pu délaisser les intérêts régionaux en décentralisant le tout, donc chose qui souhaitait être évitée. Donc, ils sont relativement heureux du recul du gouvernement. On écoute là-dessus le président de la FIC-CISAD, Jean-Sébastien Blais. On accueille ça favorablement parce qu'on a besoin d'avoir cette indépendance-là puis d'avoir un maintien des accréditations syndicales, ce qui veut dire concrètement pour monsieur, madame, tout le monde, qu'on va demeurer le syndicat FIC en Abitibi-Témiscamingue, qu'on va être autonome dans notre prise de décision et tout ça. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est au niveau des catégories d'emploi. C'est-à-dire qu'on avait une crainte de perdre nos inhalothérapeutes et puis maintenant, on a la confirmation qu'ils vont rester avec nous aussi. Donc, c'est quand même une belle avancée, mais on a quand même des réserves sur certains points, là. Malgré tout, il y a quand même quelques inquiétudes, on vient de l'entendre, là. Absolument, là, parce que le projet de loi prévoit qu'un travailleur qui peut conserver son ancienneté, peu importe pour quel institut il travaille, et ce, n'importe où au Québec. Donc, les syndicats estiment là, que le problème sera de convaincre les employés de demeurer ici, alors qu'ils pourraient facilement aller à Montréal ou à Québec avec les mêmes primes. Donc, les gens de l'extérieur qui viendraient prêter main forte, bien, pourraient vraiment décider de rester là, dans un grand centre. Donc, ils souhaitent quand même que certaines consultations soient faites auprès du gouvernement pour aller de l'avant avec un projet de loi tel qu'il a été déposé hier. De façon générale, là, la volonté de centraliser davantage les leviers là, de négociation, ça soulève des questions importantes. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'une telle centralisation, ça risque de ne pas tenir compte là, justement des diversités de la réalité de terrain, ce qui pourrait nuire là, à la recherche de solutions qui sont adaptées aux besoins des travailleuses et des travailleurs. Pour l'instant, considérant qu'on n'a pas de mesure spécifique d'attraction-rétention en Abitibi-Témiscamingue, nous, notre crainte, c'est que ça va créer peut-être plus une exode des professionnels en soins vers les grands centres. Notamment, on sait qu'on a recruté énormément à l'international dans les dernières années, puis pour ces communautés-là, c'est plus facile des fois de s'installer dans des grands centres pour justement avoir un réseau près d'eux. Et pour petite mise en contexte, bien, ce projet de loi touche environ 800 000 personnes à travers le Québec. Les syndicats qui comptent poursuivre l'analyse du projet de loi en vue de prochaines discussions avec le gouvernement du Québec. Ouais, merci Alexis pour les détails. Au revoir. Et à Rouyn-Noranda maintenant, plusieurs résidents du lac du Faux se sont réunis hier pour parler entre autres de la qualité de vie, mais aussi de la sécurité du secteur. Alexandre Cabana a préparé ce qui suit. Achalandage, grabuge, bruit et même enjeux de circulation, bref, les habitants du secteur parlent d'une perte de contrôle. Situé à une dizaine de minutes du centre-ville de Rouyn-Noranda, le lac du Faux est l'un des plus grands et certainement des plus achalandés par la clientèle journalière. Et c'est justement l'emplacement de la descente à bateau pour ces vacanciers qui pose problème aux résidents permanents du lac du Faux. On voyait les bateaux d'arriver d'un peu partout, puis je te dirais, ça nous inquiétait. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que les gens profitent du lac du Faux, mais intelligemment. Il faut le protéger, ce lac-là aussi. Le comité des résidents du lac du Faux a décidé de prendre les choses en main et de concocter un sondage sur les intérêts et les priorités des riverains. On est quand même les yeux du lac du Faux, qui est l'eau potable en passant, hein? Il faut le protéger. Puis là, on s'est dit, il faudrait avoir une descente de bateau adéquate et une station de lavage permanente pour être capable d'avoir un certain contrôle dans tout ça. Parce que sinon, il va arriver encore du monde de partout. Et le cri du cœur a vraisemblablement été entendu. La ville de Rouyn-Noranda confirme qu'un important plan directeur pour le lac du Faux sera prochainement élaboré. C'est un plan qui va venir nous encadrer et dire qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre lac du Faux, pour notre source d'eau potable et pour ce petit joyau-là. Comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'il va périner dans le temps et qu'on va s'assurer de maintenir
la qualité des services, la qualité de vie des citoyens autour. Ce qui aurait dû être fait il y a 30 ans, puis que là, on regarde en avant, on avance, et c'est la meilleure façon de faire, c'est avec un plan directeur de l'eau qui va inclure tous les partenaires, la fonderie, les citoyens autour, les résidents autour, ceux qui gèrent la station de pompage. Tout le monde va être inclus dans cette consultation-là, se mettre en place ce plan directeur-là pour s'assurer qu'on ait le meilleur plan directeur pour les 50 prochaines années. D'ailleurs, le comité actuel entend entamer prochainement les démarches afin de recréer une association riveraine en bonne et due forme dans le but de prolonger le travail des bénévoles actuels. Et la communication avec la Ville, elle, ne fait que commencer. Les rencontres devraient débuter prochainement en ce qui a trait au travail autour du futur plan directeur du Lac-du-Faux. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et toujours à Rouyn-Noranda, la Ville et le gouvernement du Québec collaborent officiellement au réaménagement de la zone tampon du quartier Notre-Dame. On le savait depuis quelque temps déjà, mais hier, la lieutenant-gouverneure du Québec a signé le projet de loi. La Ville pourra donc, malgré la loi, adopter tout programme d'aide pour soutenir les propriétaires ou les occupants des immeubles concernés par le réaménagement. Le processus de délocalisation est déjà entamé. Depuis 2023, Glencore a fait l'acquisition de certains terrains et immeubles. Et on poursuit en politique fédérale. Les enjeux reliés aux droits des femmes sont invisibles dans le débat de la présente campagne électorale. C'est du moins l'avis de Sylvie Nicole, une membre du Centre Entre Femmes à Rouyn-Noranda. Elle qui joint sa voix à la Fédération du Québec pour le planning des naissances, qui a lancé la campagne « Je vote pro-choix ». On l'écoute. Quand on rend invisible, on peut s'attaquer aux droits des personnes qui sont invisibilisées. Et là, présentement, dans la campagne, les femmes, leurs droits sont invisibles. C'est dangereux. Est-ce que les femmes de la région auraient raison de craindre un recul potentiel de l'avortement? Oui, certains. Je pense que les femmes de la région, toutes les femmes du Canada ont des craintes, pourraient craindre un recul sur cette question-là. En région, oui, il y a des services, il y a une certaine ouverture, mais pour certaines femmes, ça veut dire faire beaucoup de kilométrage, ça veut dire chercher du transport. L'accessibilité, la facilité n'est pas encore là, disponible et ouverte. Ça fait qu'il y a encore du travail à faire. À partir du moment où on ne reconnaît plus que c'est la santé des femmes qui est en jeu, bien là, on va jouer sur le nombre de semaines, le nombre de trucs. Et puis, ça enlève toute la perspective que, bien, mon choix, c'est le bon choix, parce que c'est moi qui est l'expert de ma vie. Et ça demeure comme central, tu sais, de reconnaître le libre choix des femmes. Les reculs, ils se font souvent par des petits détails. Mais ces petits détails-là, ils ouvrent des brèches. La FQPN a dévoilé en début de la campagne électorale présentement une campagne qui s'appelle « Je vote pro-choix ». Parlez-moi de cette campagne-là. Bien, cette campagne-là, elle est vraiment justement en lien avec ce que je viens de vous dire. Je vote pro-choix, c'est que je vais voir les candidats et je leur demande c'est quoi leur point de vue sur la question de l'avortement, sur la question du libre choix des femmes concernant leur corps, leur santé, et d'appuyer les candidats qui se prononcent clairement pour protéger ce droit-là. Alors, cette campagne-là, elle avait pour but de sensibiliser les candidats, mais aussi de les inviter à s'engager dans la protection de ce droit-là. En ce sens-là, qu'est-ce qu'on leur dit concrètement? Là, on parle évidemment des candidats qui sont régionaux, mais aux politiciens de ce monde, qu'est-ce qu'on leur dit concrètement pour leur dire, je vais dire ça comme ça, mais touchez pas à nos droits? Ben, mêlez-vous de vos affaires. Mon utérus, l'utérus des femmes, ça n'appartient pas à des politiciens. Je comprends que des gens peuvent avoir des croyances et des valeurs différentes, mais ils n'ont pas à l'imposer. Et ça, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est au cœur de ce qu'on essaie de dire. Ça se peut que tu trouves ça difficile, que ça ne corresponde pas à tes choix et tes valeurs. C'est bien. Impose pas tes choix et tes valeurs à ceux qui croient différemment. Et on revient maintenant sur le vol de données chez Cablevision, survenu au début du mois de mars. Vidéotron, qui a pour fournisseur Cablevision dans la région, confirme que des clients ont aussi vu leurs informations personnelles compromises, comme leur nom, prénom, adresse et numéro de téléphone liés au compte.
L'entreprise assure que les données financières et les mots de passe ne sont pas concernés, mais demande quand même à ses clients de rester vigilants concernant toute tentative de fraude par courriel ou encore par téléphone. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La programmation de la 49e édition du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue a été dévoilée. Après la pause, notre chroniqueuse culturelle vous dévoile qu'est-ce qui vous attend. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Deux jeunes entrepreneurs de Val-d'Or, Joséanne Beaulieu et Amélie Jalbert, ont fondé AJB Entrepôt, une entreprise offrant la location de 119 mini-entrepôts libre-service. Située dans le parc industriel au 309 rue Séguin, l'entreprise qui a débuté ses activités en janvier vient répondre à un important besoin d'entreposage pour les entreprises et les citoyens de la ville. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Justine, tu es présentement à Amos, puisqu'on a des bonnes nouvelles pour les lecteurs. Le Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue a dévoilé sa programmation et des auteurs qui viendront justement les visiter à Amos. Eh oui, Kémélia, c'est un salon du livre rempli d'auteurs qui correspondent à la thématique de cette année qui est Autrement, qui nous attend du 22 au 25 mai prochain lors du Salon du livre à Amos. Alors, bien sûr, on va pouvoir rencontrer les 3 ambassadeurs qui avaient déjà été annoncés auparavant. Alors, Geneviève Biguet, Michaël Lalancette et Charlotte Aubin. Mais du côté des auteurs qui ont été annoncés aujourd'hui lors du Salon du livre, vous pourrez aller à la rencontre de Valérie Chevalier, mais aussi de la comédienne Geneviève Brouillette, aussi du maître de l'horreur Patrick Sénécal et de plusieurs autres auteurs qui seront sur place. Je vous invite à aller consulter la liste complète sur le site du Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue. Du côté de la programmation, des classiques seront de retour comme les grands entretiens, les entrevues avec les auteurs, mais aussi les tables rondes. Vous pourrez aussi assister à une conférence de Louise Sigouin qu'on peut voir dans l'émission Si on s'aimait et Si on s'aimait, célébrité à TVA. Les impros littéraires et la soirée tapas et poésie font vraiment ressortir la thématique qui est encore une fois autrement. Et on a premièrement le tapas et poésie qui aura lieu le samedi soir. Donc, on mélange les sens, on va avec la nourriture et la poésie. Déjà là, c'est autrement. On a aussi Claudia qui a travaillé beaucoup au niveau jeunesse. Donc, on a le salon des coiffeurs aussi qui va apporter une autre énergie également. On a aussi notre classique. Tu veux en parler du duo d'auteurs qui va avoir lieu? Oui, en fait, ça, c'est une nouvelle forme d'entrevue qu'on fait parce que oui, on sait qu'il y a des entrevues d'auteurs au Salon du livre. On a voulu innover en mettant, en réalisant, dans le fond, une rencontre entre 2 auteurs, 2 univers différents, des duos improbables. C'est un peu ça qu'on a voulu faire et on les met dans une optique de discussion, mais sous une forme postale, post-express, où là, les auteurs vont être invités à picher des questions et à se répondre mutuellement. Et Justine, le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue a dévoilé son animateur pour l'édition de cet été. C'est Philippe Laprise qui va nous divertir cet été lors des galas extérieurs du Festival d'humour. Alors, c'est certain que ça va être des soirées très divertissantes et hilarantes. Alors, du 1er au 6 juillet prochain, le Festival d'humour vous attend à la Cité de l'Art de Val-d'Or. La programmation complète avec tous les humoristes sera dévoilée le 7 mai prochain. Alors, on reste à l'affût. Et Philippe Laprise là, nous réserve toutes sortes de surprises lors de ses animations. Il m'a même mentionné qu'il voulait battre le record de la plus grande danse country au monde. Alors, préparez-vous à danser en ligne au Festival d'humour cette année. Mais une chose est sûre, Philippe Laprise a vraiment hâte de vivre cette expérience-là avec vous. Bien, je suis très content, en fait, parce que pour faire une histoire courte, on m'avait demandé d'aller dans une des soirées. Puis c'est moi qui ai proposé au magnifique président Robert-André Adam, l'homme aux 14 prénoms. Comment c'est ça que je ne l'anime pas cette année? Puis là, il est parti à rire, je suis parti à rire, j'ai fait ben, je pourrais animer 3 soirées, ça serait cool. Parce que j'aime beaucoup animer, je trouve ça le fun parce que c'est un rôle qui est vraiment, amusant parce qu'on est là pour, oui, je vais tester des affaires, oui, je vais faire des numéros, mais je vais aussi m'amuser avec le public, faire des niaiseries avec le public. Puis, je suis bien content, très excité en fait, parce que je sais que
c'est un super beau festival. C'est le plus beau festival au Québec extérieur qui existe, en fait. 3 hockeyeurs de la région sont champions de la Ligue junior 3 du Québec. La saison, côté personnel, a bien été, mais côté collectif, ça a été une saison incroyable. Ici William Maillé, je vous donne tous les détails après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GA, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Vous la sentez sûrement, mais la frénésie des séries éliminatoires des Canadiens se fait ressentir aussi pour certains bars et restaurants de la région. On écoute le reportage d'Olivier Morin. La cage brasserie sportive à Rouyn-Noranda affichait presque complet pour les 2 premiers matchs de la série. La directrice générale du restaurant avait déjà anticipé la venue du CH en série en ajustant le nombre d'effectifs et d'inventaires en conséquence. C'est sûr que ça a augmenté quand on a les parties des Canadiens. Nos réservations, je vous dirais qu'on est quand même plein déjà. On a été plein lundi pour la partie. On était plein hier aussi pour la partie. Et ça s'annonce tout aussi rempli pour le match numéro 3. On est déjà plein aussi, presque. Il nous reste quelques places. Le pub 2x4 vit lui aussi la frénésie alors que les clients demandent si l'établissement diffuse les matchs. On a vu une hausse de demande. Les gens le demandent, allez-vous diffuser le match? Est-ce que vous diffusez le Canadien? Ça, ils le demandent. Mais de là à dire, est-ce qu'on voit si on a plus de clients? C'est déjà plein, mais on voit les regards là, rivés sur l'écran. Là. Fait que, oui, il y a un engouement. Les gens appellent littéralement, est-ce que vous diffusez le match? Ou aussi par courriel, là, des fois, ou sur le site Facebook, est-ce que vous allez diffuser le match? Oui, on le diffuse, fait que on s'attend à ce qu'il soit là. Mais cette frénésie est remarquée depuis quelque temps en raison notamment des bonnes performances de l'équipe. C'est sûr, surtout qu'il y a eu comme un moment où est-ce qu'on n'était pas certain si les Canadiens allaient faire les séries ou pas. Donc les parties avant, on a eu plusieurs réservations des gens qui venaient voir le match des Canadiens parce qu'ils souhaitaient effectivement que les Canadiens se rendent en série. Oui. Tu sais, les gens, quand le dernier match, je pense que là, c'était un peu serré à savoir est-ce qu'ils vont jouer. Le fait qu'ils gagnent des points, il fallait qu'il y en a qui perdent des points, mais quand ça a été confirmé, oui, tout le monde était content, c'est sûr. Le prochain match du CH aura lieu demain soir à 19h. Par ailleurs, pour ceux et celles qui veulent y assister, le match sera diffusé sur grand écran géant à l'Arena de Ville-Marie. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Écoutez-vous les séries éliminatoires des Canadiens de Montréal? » Vous avez répondu oui à 58 %. Et c'est ce soir que les Huskies de Rouyn-Noranda entament les demi-finales des séries de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Après avoir battu les Olympiques de Gatineau et les Mooseheads d'Halifax, la Meurthe se frotte maintenant à la meilleure équipe au Canada, les Wildcats de Moncton. L'équipe des Maritimes a terminé au premier rang du classement général de la saison régulière de la LHJMQ avec 53 victoires et seulement 9 défaites en temps réglementaire. Reste que les Huskies sortent assurément confiants de leur dernière ronde qui s'est soldée par un balayage en 4 matchs des Mooseheads. Les 2 premières rencontres de ce duel sont présentées ce soir et vendredi soir dans les Maritimes. Bon, d'ailleurs, le match est déjà commencé et c'est 1-0 pour les Huskies. Et la demi-finale va se transporter à l'Arena Glencore de Rouyn-Noranda mardi et mercredi prochain. Et 3 hockeyeurs de la région ont remporté le championnat de la Ligue junior 3A du Québec. Ils ont mis fin à la disette des Braves de Valleyfield, eux qui n'avaient pas remporté le titre depuis 21 ans. Le reportage de William Maillé. 3 hockeyeurs de chez nous et un autre bien connu en région ont été de grands facteurs dans la victoire des Braves de Valleyfield. Mathis Ouellette, William Arsenault et Milan Hamel, tous originaires de Rouyn-Noranda, ont accompagné l'ancien gardien des Huskies, Kyle Hagen, dans la conquête du championnat. 3 gars de Rouen, 3 gars, on a joué ensemble, jeunes, on a joué beaucoup, on a joué Pee-Wee, Bantam ensemble, les Jets, on s'est perdu de vue, moi je suis parti, les autres sont restés là, mais de revenir ensemble et de gagner ça ensemble en plus, c'est incroyable. Là. Ça l'aide quand tu as une bonne équipe, là, mais je pense que la gang était super le fun, puis justement, quand tu gagnes, c'est toujours plus le fun, donc j'ai adoré. J'ai dit à Ouellette aussi que lui est un gars que j'ai joué avec depuis que j'étais 10 ans.
moi, 10 ans dans les étés, quand les Citadelles de Rouen. Puis on a toujours joué contre, joué ensemble. Donc, pour gagner avec lui, c'était un feeling incroyable. Ancien membre des Foreurs de Val-d'Or, Mathis Ouellette pilotait le deuxième trio de l'équipe avec à son aile William Arsenault. Ils ont tous les deux produit à un rythme de plus d'1 point par match. Le mot d'ordre, c'était vraiment de gagner. Je pense que en arrivant, en venant jouer avec les Braves, c'était vraiment la victoire ou rien. Puis la saison, côté personnel, a bien été, mais côté collectif, ça a été une saison incroyable. Milan Hamel et Kyle Hagen ont rejoint les Braves au cours de l'année. Après avoir débuté la saison avec les Huskies, Hagen a été un rouage important de l'équipe championne avec une fiche de 16 victoires en 19 départs. C'est un gros morceau du puzzle, un très, très gros morceau du puzzle. Puis je suis très, très content pour lui et très fier pour lui. Je pense qu'ensemble, on a presque 300 games dans la LHGMQ, tout ensemble, nos joueurs. Puis donc, on sait qu'on a une bonne équipe. Le parcours des Braves de Valleyfield n'est toutefois pas encore terminé. Ils tenteront de remporter le titre canadien du Junior 3 à Calgary pour revenir célébrer en région. C'est sûr, je reviens en région. C'est sûr et certain. On va essayer de revenir avec la coupe. Je sais pas si le président va nous laisser repartir avec, là, mais on va essayer de trouver un moyen pour la partir avec. Ma blonde aime beaucoup la moulin noire, donc peut-être je vais revenir pour ça. William Maillet, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, avec toute la pluie qu'on va recevoir dans les prochains jours, la neige devrait enfin fondre. Rassure-nous un peu, là. Ah oui, Kémélia, je pense que Dame Nature est tannée de la neige en Abitibi-Témiscamingue. Elle nous envoie bien de la pluie pour tout faire fondre les petits restants du tapis blanc qu'il nous reste dans les prochains jours. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit partout en région, ce sont quelques nappes de brouillard qui vont se développer au courant de la nuit avec un minimum de -2. Demain en Abitibi, ce sera nuageux avec un maximum de 7 degrés. Du côté du Témiscamingue, un avertissement de pluie a été établi par Environnement Canada. De la pluie parfois forte est attendue. On parle des précipitations de 25 à 50 mm par endroit. Alors, c'est des journées très pluvieuses qui s'en viennent du côté du Témiscamingue. Et pour samedi, partout en région, c'est encore de la pluie avec un maximum de 6 qui est attendu. Alors, sortez vos bottes de pluie, on range les bottes d'hiver et on affronte la pluie dans les prochains jours. Oui, merci beaucoup, Justine. Donc voilà, c'est ce qui met fin au bulletin de ce soir. Encore une fois, merci d'avoir été là. Passez un excellent jeudi soir.